à toutes, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour Monde des Arts. Alors cette saison, vous l'avez vu, la morosité ambiante est là, il suffit de regarder d'ailleurs par la fenêtre, mais pour les artistes, la morosité semble bien installée depuis un certain temps. La culture est de plus en plus diluée sous les nuages toxiques du capitalisme à outrance, du profit, de la multiplication des plateformes de cinéma, de streaming, sans parler de l'intelligence artificielle qui arrive un petit peu comme une cerise sur le gâteau. Heureusement tout de même, comme dans Astérix, il y a des poches de résistance qui émergent et elles sont de plus en plus nombreuses. Leur potion magique, eh bien, c'est la coopérative culturelle. Mais au-delà de l'adhésion, de l'enthousiasme du public, le circuit court en culture est-il vraiment magique? On va en parler. Jusqu'à quand vont pouvoir tenir ces nouvelles pratiques de production et de consommation culturelle? Et puis quels sont les écueils à éviter pour que ça fonctionne, comme on dit? On en parle ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Gwen Bress. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Merci d'être là. Vous représentez Supernova. Alors Supernova, c'est la coopérative qui chapeaute entre autres le Cinéma Nova, c'est ça? Faut pas confondre. Non, c'est une coopérative vraiment immobilière qui a racheté les murs et qui va les posséder et les gérer en bon père de famille pour un projet culturel non commercial pendant 68 ans. Et ce projet non commercial, c'est le Cinéma Nova. D'accord, jusqu'en 2092, si tout va bien. Si tout va bien. On croise les doigts pour vous. En face de vous, Thibaut Kirinen. Bonsoir. Thibaut. Thibaut, on s'est déjà vu plusieurs fois parce que vous avez plusieurs poches dans votre veste, Cité Ciné, ça chapeaute, c'est la coopérative. Ouais. Mais vous étiez venu pour parler de Kinographe notamment. Bah ouais, Ciné-Cité, en fait, c'est la structure coopérative qui est derrière le Kinographe. C'est en fait une coopérative qu'on a montée en 2017 dans l'idée de recréer une offre de cinéma de proximité à Bruxelles, en dehors du centre-ville qui est déjà bien doté, et dont la première émergence était le Kinographe aux casernes. On s'en souvient. Vous nous expliquerez si vous retournez aux casernes ou si vous irez ailleurs. Grégoire Mauss est avec nous. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. On s'était vu il y a un mois, je crois. Là, vous lanciez, c'était dans les bureaux de Capitaine Records. Enfin, c'est pas tout à fait là, mais on s'était vu pour ça avec Nicolas Michaud. Vous lancez aussi une coopérative, mais musicale alors là. Oui, donc c'est une coopérative qui se base autour d'un collectif de travail qui existait déjà avant et qui sert vraiment à se réapproprier l'outil de travail et qui serait financé par le public, donc par les auditeurs des artistes en question. Ouais, et c'est en progrès. C'est en progrès pour l'instant, donc c'est tout récent. On a lancé cette coopérative à la fin de l'été, donc on commence à peine à émerger au niveau public, et donc c'est une course de fond. On n'est pas pressé. Faut tenir. Oui, on est vraiment sur le temps long. Ouais. Vincent Demelière, bonsoir. Vous en savez quelque chose, il faut tenir. Vous avez commencé déjà il y a un petit temps, la coopérative. Oui, 2019. Dans la librairie alors. La création en 2019. On a une histoire un peu particulière parce qu'effectivement on a créé la coopérative en 2019 et puis on a lancé le projet sur la foire du livre de Bruxelles en 2020, 10 jours avant le Covid. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Pas de bol. Oui, pas de bol, mais peut-être que finalement, ça nous a permis un peu de transformer, un peu de résilience, et on est toujours là. Allez, et merci d'être sur ce plateau pour parler des coopératives culturelles. On va commencer par un petit saut dans le temps. On est en octobre 2023, c'est pas très loin. C'était il y a un peu plus d'un an, du côté de la rue d'Arambert. Regardez. C'est une opération qui pourrait s'appeler « Il faut sauver le cinéma Nova » parce que elle est frondeuse mais aussi risquée. Jusqu'ici, le bail locatif n'était pas très élevé, 10 000 € par an. Mais en mai prochain, ce bail se termine et le loyer de ce cinéma alternatif risque de flamber. Nous sommes en plein centre-ville. Du coup, les propriétaires, qui sont aussi les voisins, la Société des Galeries Saint-Hubert, ont fait une proposition. Ils nous ont ils nous ont proposé un prix pour pouvoir racheter sur 68 ans le cinéma, donc ça s'appelle une amphithéose. Et c'est une solution qu'on a trouvée avec eux pour pouvoir nous garder ce loyer de 10 000 € qui nous permet de survivre pour l'instant. L'idée pour ces bénévoles a été de créer une coopérative d'économie sociale, joliment appelée Supernova, dont le défi n'est pas mince. Il s'agit de rassembler plus de 700 000 €. Il existe deux parts. Le système d'une coopérative, c'est que c'est pas un don. Les personnes achètent une part. Donc il y a des parts à 50 €. On peut en acheter autant qu'on veut, et des parts à 1 000 €, qui sont des parts investisseurs. Il est possible de mettre autant de parts que l'on veut, et ça nous permet d'avoir une voix au conseil d'administration de la coopérative qui aura lieu pour gérer le bâtiment.
gérer le bâtiment et surtout, grâce à un loyer qui resterait modeste, garder l'esprit indépendant et alternatif qui a toujours animé cette équipe depuis les origines, en 1997. Et le démarrage est plutôt bon, 355 000 € ont été trouvés en un peu plus d'une semaine. Et pour une campagne qui ne fait que commencer, c'est de bon augure pour la suite. Alors, je retiens l'expression « garder son indépendance » parce que ça, on va en parler, je crois que vous y tenez tous très fort. Mais d'abord, là, on est en octobre, Gwen, en octobre 2023. On en est où aujourd'hui? Plus d'un an plus tard, alors, le lieu a été sauvé en mars, hein, il faut le dire. C'était un succès d'ailleurs, presque inattendu, non? Ça a été plus rapide que ce qu'on pensait. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc on va pas rentrer dans les détails de ce que c'est une levée de fonds, mais disons qu'on pouvait faire la levée de fonds jusqu'à la fin du mois de juin. Oui. Du coup, en mars, on a eu de quoi payer l'achat du bâtiment. Et on a fait continuer jusqu'à juin. Et avec ce qu'on a encore récolté après, ça nous permet de faire des travaux d'isolation dans le bâtiment. C'est pour ceux qui connaissent, c'est quand même un vieux bâtiment. Isolation sonore, isolation anti-chauffage, etc., j'imagine. Mettre aux normes la chaudière, refaire des travaux sur la toiture, etc. Mais on ne touche rien au cinéma. Donc c'est pas comme si on allait... non, vous arrivez pas avec vos bulldozers. Je vois mal le Gwen Braise arriver avec son bulldozer. Non, on laisse les mecs comme ils sont. Vous êtes un des adhérents, je crois. Je me trompe, non? Oui, moi... Un des propriétaires, on dit ça. Hein, ah, c'est vrai que moi j'ai pris de part, mais j'ai pris pour mes enfants en fait, en me disant, vu que c'est parti pour une 60aine d'années, c'est chouette aussi de pouvoir léguer ça comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Enfants, même petits-enfants, on peut aller jusqu'à... Ah oui, c'était permis, ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment un exemple, non seulement hyper inspirant, mais de se dire que... Voilà, ça peut marcher. Qu'il y a une telle communauté qui soit derrière et qui... parce que c'est quand même plus de 800 000 €, je crois. Hein, donc, on va dire... C'est pas un petit crowdfunding qui se fait en quelques semaines. C'est vraiment un gros défi. Et là, c'est vrai que le Nova coche un peu toutes les cases sur le projet de fond, le projet culturel et le bâtiment auquel plein de gens sont attachés à Bruxelles. Et plus de 3000 coopérateurs et coopératrices. Oui, 4250. Ça doit être rigolo, les AG. Pour presque 1 million d'euros. Et du coup, on a fait la première AG où il y a eu 350 personnes. Donc en fait, je pense pas que Je pense que c'est assez typique aux coopératives que les gens participent, mais une bonne partie d'entre eux n'ont pas envie de jouer tout le jeu de l'Assemblée Générale. Je comprends. Ça fait rêver, ça, un petit peu, Vincent? Bon, vous, ça fonctionne, hein, mais il y a 3000 adhérents comme ça. Oui, ça fait rêver. C'est vrai que c'est un travail aussi assez long et de quotidien aussi. Nous, on a ouvert un peu en 2021, donc après le Covid. Vous cherchiez c'est vrai qu'on avait déjà fait une levée de fonds auprès d'appel à épargne publique, comme on dit, pour faire rentrer les coopérateurs. Et puis, finalement, ça se fait tout au long de la vie de l'entreprise. Les gens posent des questions, c'est quoi une coopérative? Et en fait, c'est vrai que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Ouais. Il y a l'idée de proximité aussi, on va en parler parce que je crois que c'est important pour vous quatre. Ça, c'est quelque chose, Grégoire, qui vous a poussé aussi à créer une coopérative musicale, le succès de Nova. Vous vous êtes dit, tiens, si c'est possible là, pourquoi pas chez nous dans le domaine de la musique? Oui, on était déjà clairement en création, donc ça nous a confirmé dans notre envie de faire une coopérative. Et c'est des projets un peu différents, puisque là, c'est vraiment un projet immobilier. Donc, mais ça nous... Ouais, vous, c'est différent, on va en parler. Ça, mais ça renforce l'idée qu'avec un public, on est plus fort, qu'on peut capitaliser, qu'on peut rivaliser avec le marché, en fait. Vous avez mis le paquet, en tout cas, sur la communication, faut le dire. Moi, je me souviens, à l'époque, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. Enfin, il y avait un budget pour la communication. C'était important de passer ce cap quand même pour toucher le public. Il faut se dire, je pense quand on se lance dans ce genre de... nous, on n'a jamais fait ça. On n'est pas des immobiliers non plus. Non. Et du coup, se lancer dans la quête de 800 000 €, ça nous semblait quand même un peu dingue. Donc on avait un peu peur, on n'était pas totalement sûr de réussir. Et donc oui, mettre un peu de moyens dans la com, c'était nécessaire. Ouais. Pourquoi ça séduit tant de gens? Parce que c'est vrai, ça a séduit énormément de gens que je connais d'ailleurs pour ce cinéma. C'est quoi? Et pour les coopératives, on voit que chez vous ça fonctionne aussi. C'est quoi? C'est la dimension d'une gouvernance démocratique?
Oui, je pense qu'il y a vraiment un lien affectif aussi entre le Nova et son public, et donc c'est vraiment un lieu que personne ne veut voir disparaître, et qui a une histoire aussi, qui a plusieurs décennies. Et donc je pense, je ne vais pas dire que la moitié du travail avait sans doute déjà été fait, mais c'est sans doute plus simple qu'un nouveau projet qui s'installe, de convaincre les gens, parce que le public est déjà là en partie. Après, Oui, ça il y reste avait déjà les amis, défi, entre guillemets, qui étaient là. Ouais. Ouais. Donc vous, d'ailleurs, alors vous, c'est le kinographe, entre autres, c'est Cité Ciné, et dans Ciné-Cité, dans l'autre sens. Ouais, Cité Ciné, c'est autre chose, je crois. Bon, bref. Ciné-Cité, il y a la fameuse carte Cinéville, Oui. qui fonctionne très bien aussi, qui a fait aussi un démarrage en flèche. On sentait que le public avait besoin de ça par rapport aux gros mastodontes. On ne va pas les citer, des salles de cinéma à Bruxelles. On va regarder un petit lancement pour, je crois que c'est le dernier clip, comme on dit. On voit aussi que la communication joue beaucoup chez vous. Grâce à Cinéville, plus besoin de choisir. Profite du cinéma en illimité. Et passe d'un film à l'autre. Plonge dans l'ambiance unique de tes salles préférées et le confort d'un fauteuil en velours. Avec le pass Cinéville, toutes les séances sont uniques. Et chaque expérience est inoubliable. Cinéville, c'est aller au cinéma quand tu veux, dès 18 € par mois. Cinéville, Rediscover Cinema. Bon, combien de cartes là? Ah, on a passé les 10 000 abonnés il y a quelques semaines. Ouais. Wow. Et aussi, il faut savoir que depuis septembre, on est présent en Flandre, ce qui a mis un peu de temps, mais ça veut dire que maintenant, il y a 8 salles à Bruxelles, 7 en Wallonie et 8 en Flandre. Donc 23 salles qui sont accessibles avec le même pass partout Parce en que Belgique. ce qu'il faut comprendre, et le cinéma Nova en fait partie, c'est galeries, etc. Il y en a plusieurs à Bruxelles. Ce sont les cinémas qui achètent des parts pour cette carte, c'est ça? C'est ça. Bah, en fait, dans les discussions, quand on était... C'était aussi en période Covid, où on se demandait comment on allait retrouver le... du bon, le Covid, parfois. Ouais, on réfléchit. quelque chose. On s'est vraiment posé la question de comment retrouver notre public, comment faciliter l'accessibilité au cinéma. Et une des premières idées, c'était de un peu dupliquer ce projet qui existe déjà aux Pays-Bas depuis 15 ans maintenant, et qui a vraiment un succès incroyable là-bas. Et c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt vu comme une initiative commerciale. On aurait été une société commerciale. Et là où on a fait un peu objecteurs de conscience, on s'est dit, mais en fait, c'est très important de sacraliser l'objet social, qui est vraiment que l'argent retourne aux salles de cinéma, et pas qu'après, il y ait des actionnaires ou je ne sais pas, des personnes qui s'enrichissent sur le projet. Et donc là, c'est vraiment... donc tout l'argent des abonnements récoltés, alors il y a une petite équipe qui travaille pour Cinéville, etc. Il y a des frais de marketing et tout, mais tout le reste va vraiment directement aux salles de cinéma. Donc ça veut dire que vous avez vraiment diminué l'équipe, c'est ça? Non, c'est simplement pour changer un peu l'état d'esprit. Oui, enfin voilà, on sait que certaines chaînes commerciales de cinéma ont aussi des formules d'abonnement, mais qui sont beaucoup moins vertueuses par rapport aux distributeurs de films, par exemple. C'est-à-dire que c'est quoi la différence, justement, pour qu'on comprenne bien? Une carte UGC, citons-les. Ouais. C'est quoi la grosse différence entre une carte UGC et la vôtre? Je pense que par passage d'un visiteur avec la carte concurrente, il y a beaucoup moins d'argent qui revient aux distributeurs de films. D'accord. Mais bon, après... Ils sont eux-mêmes le propriétaire de leur salle, donc il y a quelque chose qui est différent dans le modèle. Mais nous, Cinéville, c'est vraiment pour soutenir les salles, donc favoriser la fréquentation, rajeunir le public, s'assurer qu'il y a une diversité d'offres de films, et c'est ça la mission qu'on se doit d'accomplir. J'ai l'impression, quand je vous écoute, et puis on va arriver chez vous, Capitaine Records, que tout ça démarre de paris un peu fou, mais fou dans le bon sens du terme. C'était ça aussi au début, vous vous dites, bon bah allez, on y va, on fonce. Je crois que tout projet... en tout cas d'entrepreneuriat est un peu fou, et c'est vrai que la coopérative, il y a de ça quelques années, n'était pas forcément à la mode. Il a fallu même parfois expliquer à des accompagnants de création d'entreprise que c'était qu'une coopérative, comment ça fonctionnait, puisque tout le monde en a entendu parler, mais c'est pas vraiment ce que c'est, comment ça fonctionne. Il y a un département chez Hub Brussels, je crois, qui s'occupe de booster un peu les coopératives. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, ça montre qu'il y a du développement. Mais c'est vrai qu'il y a des conditions particulières, et c'est vrai que on y tient beaucoup, parce qu'effectivement il y a des limitations qui sont bien présentes et qui évitent des fuites de capitaux, comme on les voit souvent. Comme on les voit souvent. Garder son indépendance aussi, comme je l'ai dit, par rapport au public, vis-à-vis du public, de vos publics, vis-à-vis de ce que vous proposez aussi au public. Et pour les artistes aussi. Et ça, c'est un petit peu plus particulier chez vous, parce qu'il y a de ça aussi, il y a les deux.
il y a se soucier du bien-être des artistes, et quand je dis artistes, c'est au sens global, hein, c'est technicien, etc., le monde de la musique, on va dire, et puis garder son indépendance, et puis le public prend part aussi. On va en parler de Capitaine Records et Capitaine Cope, juste après ce reportage, parce qu'on était là il y a un mois, évidemment, pour le départ de cette levée de fonds. Regardez. Nicolas Michaud, son pull de Noël et ses chaussons, succès d'estime pour ce musicien belge qui remplit les salles, mais a de sérieux doutes sur l'existence du Père Noël, car l'envers du décor est moins festif. Moi, je vis de ma musique en partie et je vis du chômage pour le reste du temps. Donc, j'ai le statut de l'artiste, hein, comme beaucoup de musiciens ici. S'il n'y avait pas ça, la plupart des personnes avec qui je fais de la musique ne pourraient pas en faire. Ils travailleraient au GB ou ailleurs. Enfin, au GB, c'est un peu, ça remonte un peu. Ils travailleraient au Carrefour ou chez Deleuze. Car chez nous, le quotidien d'un musicien ou d'un label indépendant n'a rien d'une chanson douce, dont le refrain et surtout les revenus s'évaporent dans les algorithmes des plateformes d'écoute comme Spotify. Alors, avec son compère Grégoire du label Capitaine Records, ils ont une idée, une petite lumière dans l'œil, créer la première coopérative musicale belge, Capitaine Coop. Mais alors, comment ça marche ? Prenons Solac, par exemple. Disons que s'il a du succès, le label en lui-même va capitaliser, Capitaine Records. S'il obtient une synchro dans une série Netflix ou une pub, l'éditeur va avoir des revenus, l'éditeur étant Capitaine Musique aussi au sein de la coopérative. Il va générer des concerts, du coup il va y avoir l'agence de booking qui va pouvoir gagner de l'argent là aussi, et tous ces revenus vont revenir dans le giron de la coopérative. Tous ensemble donc pour éviter à David d'être terrassé par les Goliaths de la musique et surtout rester libre. Mais pour lancer une coopérative, il faut des coopérants. Et là, c'est au public de jouer en achetant des parts de Capitaine Coop, histoire de redonner envie à Nicolas Michaud de croire au Père Noël. Allez, et c'est bientôt Noël justement. On en est où, Grégoire ? Là, on est plus ou moins à 50 000 euros sur les 100 000 qu'on avait estimé pour la fin février. Donc, c'est pas mal, ça. On est bien. Et puis, à ça s'accompagne des soutiens de finances publiques donc, qui permettent de monter l'équipe. Donc, on a un plan sur les 5 prochaines années. Donc, comme je dis, c'est une course de fond. On n'est pas là pour tout casser dans les 2-3 mois. Je fais juste une parenthèse sur les fonds publics. Vous en bénéficiez, vous en avez bénéficié aussi, hein, région bruxelloise, vous avez plusieurs partenaires sur votre page internet, Bruxelles, j'en parlais tout à l'heure. L'Europe aussi, je crois qu'il y a un peu d'argent européen. Oui, sur un projet très spécifique lié à la bibliothérapie. Ouais. D'accord, bibliothérapie. Ouais. Comment se faire du bien avec le livre. Ok. On en fera un autre débat un autre jour. Sujet, ouais. Pareil pour évidemment Ciné-Cité, globalement, vous avez des fonds publics aussi. Ouais, plutôt lié à la diffusion culturelle. Ouais. Ouais. Chez vous ? Alors, le Nova a des subventions pour son fonctionnement et sa programmation. Supernova n'a pas d'argent public, alors ne rentrez pas dans les critères, puisqu'en fait, vous êtes frappé aux portes quand même. C'est pas une entreprise qui va générer de l'argent, qui va faire de l'emploi. C'est vraiment acheter un bâtiment et l'exploiter à fond perdu. Donc tout le monde va perdre de l'argent dans cette expérience. Je pense qu'on a été bien clair dans la levée de fonds que c'est pas des parts qui vont fructifier. Mais la région ne pouvait pas vous aider, par exemple ? Du coup, on ne rentrait pas dans les critères. Je pense qu'on serait rentré dans les critères wallons, mais pas dans ceux de Bruxelles. Pas de chance. Pas de chance. Et alors, évidemment, les pouvoirs publics, on pense, auraient pu acheter des parts comme des ASBL l'ont fait, comme des coopératives l'ont fait ou comme des individus l'ont fait. Il se trouve qu'aucun n'a jugé ça pertinent ou n'a trouvé que c'était facile d'un point de vue juridique. Si je veux être complet, parce qu'il faut quand même l'être, du coup, la ville de Bruxelles, à l'occasion de la campagne, a décidé de soutenir l'infrastructure du Nova, mais ça s'est fait finalement via un subside à la SBL. D'accord. Mais bon, donc il y a eu un tout petit peu d'argent de la ville de Bruxelles. Pour revenir à Capitaine Coop, avec Nicolas Michaud avec X, je crois qu'il y avait une faute là, dans le reportage, j'en profite pour le dire. C'est aussi une mutualisation des services. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, en fait, l'idée, donc, toute cette idée de coopérative part d'un collectif de travail qui existait déjà, mais qui n'était pas formalisé. Et donc, au moment de faire toutes nos activités, donc sortir des disques, faire des tournées, faire de la promo, enregistrer, on avait toute une série de moyens, chacun individuellement, un studio, un savoir-faire, des savoir-faire de musiciens, etc. Et donc l'idée, c'est qu'on a mutualisé tous ces savoir-faire et toutes ces possessions en termes de matériel pour qu'ils soient à disposition de tous les artistes. Donc je suis artiste, je vous envoie une maquette. Ça vous plaît et vous mettez la machine se met en branle, c'est ça? Oui, ça nous plaît. Il y a du temps dans le planning, il y a du budget. C'est comme un autre label. Mais vous restez complètement indépendant. Là, on reste complètement indépendant. Il n'y a pas du tout de capital extérieur. C'était un peu donc ça. Liberté des artistes aussi, liberté de vos choix artistiques, liberté des artistes, c'est important. Et j'insiste parce que le but aussi, c'était un peu de contrôle. En gros, il y a 3 majors qui dominent la musique: Universal, Warner et Sony, 70% je crois du marché. Vous connaissez bien parce que vous travailliez avant pour Pias qui s'est fait gloups. Oui, ils se sont fait absorber par Universal. Donc on sent quand même que c'est dur de tenir un label quand même. Oui, c'est assez tendu, mais c'était ça l'idée aussi, c'est que nous, on se rendait compte qu'il fallait du capital pour pouvoir lancer nos activités, engager des employés, investir dans des projets. Et donc on était face à ce projet entrepreneurial avec plusieurs possibilités qui étaient de trouver du capital privé sous forme d'une SA ou une SRL, ou alors de faire société en correspondant un peu plus à nos valeurs et en correspondant au projet. C'est-à-dire que c'est un collectif de travail qui a formalisé son activité, et donc chaque membre du collectif de travail est copropriétaire de son outil et donc peut continuer à être pérenne dans son activité. D'accord. L'idée de la librairie Quartier Libre, au début, ça s'appelait 4.0, si je me souviens bien. C'était, en fait, on avait fait un petit clin d'œil à l'histoire, parce qu'on se positionnait comme étant la librairie du XVIIe siècle 4.0. Parce qu'effectivement, au 16e, 17e, les libraires, éditeurs et imprimeurs étaient le même métier. Ouais. Et aujourd'hui, il est tout à fait possible de revenir en fait à cette époque-là. Et donc nous, notre rêve, c'était de permettre à tout un chacun de mener son projet éditorial, de la création à la commercialisation, en passant par l'impression du livre sur place, en 5 minutes, le temps de prendre un café. D'accord. Et ça fonctionne ? Eh ben, le Covid est passé par là, donc on a commencé. Oui, mais nous c'est fondamental. Mais on a commencé comme ça, et c'est seulement aujourd'hui, en décembre 2024, qu'on passe à la suite, c'est-à-dire la semaine dernière, on a reçu notre machine qui imprime les livres en 5 minutes sur place, et donc on continue. Il y a une vraie pérennité, il y a un temps long, mais on tient. Et aujourd'hui, on se positionne de nouveau à relever de l'argent auprès de nos coopérateurs, auprès du public, pour continuer en fait à soutenir des projets locaux. Ouais, locaux. D'où l'importance effectivement chez vous, chez tout le monde en fait des coopérateurs, parce que voilà, c'est de l'argent qui vous permet de rester indépendant. Et je dis ça parce que les librairies vont pas trop bien en ce moment. Il y en a plusieurs qui vacillent chez vous. Même les grosses. Même les grosses, ouais. Donc, je pense que de toute façon, ce qui nous réunit ici, c'est aussi la culture. Et donc, les métiers de la culture sont pas, ou ne devraient pas être des métiers de gros business. Donc, il y a des fragilités, il y a que ce soit dans la musique, le cinéma, etc. On sait que et dans le livre, on a tous des majors. Donc, au début, c'était Amazon aussi qui. Il y a Amazon, il y a les plateformes qui aussi, dans le livre, on leur est fait. C'est vrai. Et finalement, on se rend compte qu'on peut trouver des alternatives, aussi des alternatives technologiques, mais qui respectent l'ensemble des parties prenantes. Pourquoi il y a si peu de coopératives culturelles ? Parce que à vous écouter, ça a l'air génial. Et en même temps, j'ai cherché un peu sur Internet, il y en a peu. En France, il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y a une librairie à Montpellier, La Cavale, il y en a quelques-unes aussi, mais même dans les autres domaines, c'est rare quand même. Pourquoi ? Je ne sais pas, Thibaut.
Je pense que ça s'est plus développé dans d'autres secteurs, style alimentaire, les épiceries coopératives. Et pourquoi peut-être ça engendre une complexité administrative peut-être, ou il y a une lourdeur? Peut-être simplement, je ne sais pas si dans les métiers de la culture, il y a beaucoup d'institutionnels, donc avec des structures qui sont quand même très subventionnées. Et alors il y a le culturel plus commercial, et peut-être que la coopérative c'est une sorte aussi de troisième voie qui est peut-être pas encore assez empruntée, mais qui amène aussi des solutions structurelles, comme l'exemple du Nova, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où on peut se dire qu'on peut de moins en moins compter sur l'argent public, en tout cas comme moyen de perpétuer nos activités. Et ça va pas s'améliorer. À tout niveau. Et donc, en fait, c'est un vrai moyen aussi de résilience d'avoir cette communauté et ce soutien. Très rapidement. On dit souvent que les coopératives sont là pour couvrir un besoin qui n'est ni couvert par l'État ni par le marché. Et donc c'est vraiment, comme tu disais Thibaut, une troisième voie qui nous permet de réaliser des projets. Et de donner un peu de pérennité. Et ça c'est pas mal. On doit conclure malheureusement. Chez vous c'est vraiment les murs. Il n'y a pas des idées de production un jour de développer Supernova? C'est les murs pour permettre à ce projet-là de continuer, qui est un projet vraiment qui a une économie très très particulière et donc qui permet de garantir un loyer très très faible. Donc voilà. Et juste pour faire le lien avec ce qu'il disait tout à l'heure, je pense que c'est ça aussi qui a contribué au succès, c'est-à-dire que dans la culture, mais dans plein d'autres niveaux, on voit comment Bruxelles flambe, comment l'immobilier flambe, et je pense que la perspective qu'on comprend bien aujourd'hui, comment la montée d'un loyer peut faire disparaître un lieu ou le faire changer de nature. Et voilà, c'est à cet endroit-là que ça a été utile de le faire. Et je vois Thibaut de Kinographe qui acquiesce. Évidemment, on espère un bon futur aussi pour Kinographe. Très rapidement, on déborde. Je m'en voudrais pas citer votre coup de cœur des Lucioles, parce que vous êtes libraire quand même. Des Lucioles et des ruines de Anne Adrahan. Éco-philosophie, éco-poétique, ça permet de réfléchir et vraiment de se faire du bien en même temps, ce qui est quand même assez rare, ça se lit presque comme un roman, et c'est bruxellois. Allez, merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission, d'avoir ouvert une troisième voie, comme disait Thibaut, dans la culture. Merci, puis bonne fête un petit peu à l'avance. Oui, très rapidement. On va faire une soirée de lancement à l'Atelier 210 le 10 janvier. Donc 10 janvier, voilà, je rappelle, 10 janvier, Atelier 210. Très bon théâtre aussi. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. On se retrouve jeudi prochain. Bonsoir.